mais tragique, c'est Kiki de Montparnasse. Bien sûr. J'imagine que vous avez été tenté. J'ai été tenté, puis là je me suis dit, en plus non, parce que tout le monde, je pense quasiment, tout le monde connaît Kiki de Montparnasse, on a entendu parler, etc. Donc c'était trop. Et en plus, il y a eu pas mal d'ouvrages récemment, donc non. Je l'ai mise de côté, j'ai préféré inventer les modèles, les modèles que Gabriel côtoie à l'Académie. Eh bien, nous, à la Compagnie des mots, on ne va pas la mettre de côté, on va écouter un extrait quand même de Kiki de Montparnasse. Un extrait uniquement, pas besoin de mettre toute la chanson. C'est fait, tout doit là, et dans ça ne rajeunit pas. Tu dois te souvenir, Kiki, de la galette qui abrita nos premières amourettes. À ce moment-là, avec 15 ans, on se fréquentait depuis longtemps. Je vis toujours depuis la maternelle, parce que c'est loin, mais pourtant je me rappelle. J'avoue franchement, c'était le bon temps, on est jeunes, on est inconscients. Tu te souviens d'ici dès qu'il bute, tout là-haut sur la butte. Tu étais haute comme ça, tu te venais jusqu'au bout, que tu étais en dessous. Tu me cherchais des raisons, des disputes, tout là-haut sur la butte. Tu me foutais des torgnoles, en veux-tu en voilà. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là, on connaît comme un bon matin. Voilà. Pas mal, non? Hein? Alors là, il y a effectivement un vocabulaire. On aurait pu mettre Aristide Bruant aussi. Mais... voilà, Montparnasse dans les années 20-30, c'est la continuation de Montmartre, qui s'est un peu étiolée par la Première Guerre mondiale, et qui a ressuscité tous les artistes, et les peintres notamment, Picasso surtout, a passé de l'autre côté. Donc Montparnasse est devenu la continuation de la bohème artiste à partir de l'après-guerre. C'est le royaume des artistes et des écrivains. Alors l'héroïne, Gabrielle, s'inscrit dans un cours de peinture d'un certain Albert Serepensky, et les élèves du cours sont tous amoureux de Gabrielle. D'ailleurs, tous les hommes sont amoureux de Gabrielle dans ce livre, même les femmes, même certaines femmes. Elle suscite pas mal d'émotions. Elle suscite, oui. Et alors, ils veulent tous montrer à Gabrielle leur production. C'est l'occasion pour vous de vous moquer un peu gentiment des artistes sans talent qui se croient illuminés par le génie. Hein, c'est le cas des élèves Francesco Pangus pour leurs tableaux, de Douglas pour ses poésies. Est-ce que vous pouvez préciser un peu vos critiques et dire où vous situez Gabrielle dans cette hiérarchie qui sépare l'artiste habilité de l'amateur, aussi éclairé soit-il? Gabrielle, elle a indéniablement du talent. Elle sait faire, elle va apprendre. Serepensky est un bon professeur, malgré quelques défauts, mais voilà. Et elle va, l'histoire après va le révéler, elle a vraiment une patte. Maintenant, est-ce que c'est une grande créatrice? A priori, non. Elle n'a peut-être pas ce talent, cette dinguerie qui fait que voilà. Les autres, eux, pensent l'avoir. Elles ne l'ont pas non plus. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à oublier le nombre quand on parle de soutine, le nombre de gens qui ont tenté de faire du soutine et peut-être par bonheur, on a totalement oublié. D'autres ont réussi. Alors le cubisme se prêtait bien à ce genre de choses. Oui, enfin, il y a des... Voilà, c'était Et chaque artiste est absolument persuadé d'être le meilleur, et un génie accompli quand ça ne marche pas. Ça, c'est normal. Je pense qu'on est aussi tous comme ça. Et qu'est-ce qui fait la différence pour vous entre le véritable artiste et le faussaire? Le faussaire ou le mauvais? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, hein. Parce que un faussaire est un artiste. Gabrielle est excellente comme faussaire. Alors voilà. Donc elle a ce côté. L'histoire vous révélera qu'elle. Et puis les autres sont des mauvais artistes. Voilà. Les autres sont pas bons, oui, peut-être qu'ils vont le devenir, on ne sait pas. On ne conclut pas. En tout cas, mais être faussaire, c'est un véritable talent. Alors, j'admire beaucoup les faussaires. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Si on met de côté la question morale, savoir est-ce que c'est bien de reproduire un tableau de Monet, de faire croire que c'est un Monet, c'est là que ça se gâte. Sinon, c'est formidable. Vous êtes capable de restituer tout ça, et
Enfin, on peut discuter longuement là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de bio de faussaires qui disent, mais finalement, le plaisir des gens qui regardent ce tableau, il est intact. Ils s'en foutent finalement qu'il soit de la main de Monet ou pas de la main de Monet. Est-ce que c'est grave? Et en ce moment, moi, je travaille là sur le début de la Renaissance italienne, où le Titien, la plupart des tableaux, on ne sait pas trop si c'est de lui, si c'est de ses élèves, s'il s'est contenté peut-être de les signer, s'il a rajouté 3 petites touches à la fin. On s'en foutait un peu. Et à l'heure actuelle, est-ce que c'est si important que ça de savoir si c'est vraiment Titien qui a peint Non, il n'a pas peint du début à la fin. De toute façon, ça ne se passait pas comme ça. Il y a un tableau, c'est Giorgione qui a commencé, Titien a peint le fond, il y a peut-être un troisième qui est revenu mettre une petite couche derrière. Après tout, c'est pas très grave. Non, mais c'est notre plaisir, notre plaisir de spectateur par rapport à ça. Et à la fin, Gabrielle on sent qu'elle va un peu éclore comme artiste et non plus comme faussaire. On peut espérer, mais ça c'est une fin ouverte, et après chacun peut imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Oui, bien sûr. Mais elle s'en sort, cette personne, alors que toute la société est terrible à côté d'elle, elle arrive à s'en sortir en faisant des faux. C'est ça qui est étonnant quand même. Le moyen, la pirouette qu'elle a, sans le vouloir peut-être dans l'histoire, au départ, elle hein, mais elle réussit en somme sa sortie parce qu'elle fait des faux. C'est comme oui, moi j'aime bien. Non, mais la vie vous donne souvent voilà, il se passe des choses que l'on n'a pas prévues, et ça peut passer par des biais, des chemins très détournés, parfois avec des fins très heureuses, ou pas. Voilà, cela dit, le sujet central du livre, à mon sens, c'est quand même l'homosexualité et la manière dont elle est considérée au début du XXe siècle comme une maladie, comme une honte susceptible d'entacher sérieusement la réputation des bonnes familles. L'homosexualité au féminin, évidemment, Gabrielle sera enlevée et internée de force pour cette raison. Masculine aussi, elle les rencontrera Edgar, fils de bonne famille, qui a subi le même sort et qui finira d'ailleurs par se suicider. Le texte regorge de points de vue, évidemment que vous ne cautionnez pas vous, mais de vos personnages assez féroces sur l'homosexualité, non pas seulement des personnages, peut-être le pire point de vue étant celui des femmes, notamment Violette, la belle-sœur, qui a un point de vue, alors c'est de la perversité à l'état pur, dit-elle, mais aussi des psychiatres et autres spécialistes. Je vais vous lire quand même, parce que ça vaut la peine, de petits florilèges de diagnostic de psychiatres de l'époque. J'imagine que vous vous êtes renseigné. Oui, un petit peu, oui. Alors, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est malheureusement pas inventé, ça. Je vais en parler tout à l'heure, mais je vais quand même lire les diagnostics, ça vaut la peine. Voilà, à la page 103, c'est le premier médecin consulté qui dit « Mes plus éminents confrères, déclara-t-il, ont sur la question de l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine, des points de vue divergents. Le docteur Regas Moniz considère qu'il s'agit d'une maladie mentale. Kraft Ebing, pour sa part, estime qu'elle résulte d'une anomalie lors du développement du cerveau, laquelle provoque une inversion sexuelle des sentiments, des représentations des désirs. Le docteur Freud, quant à lui, parle d'une sorte d'accident à peu près irréversible dans le développement sexuel. Il suggère de transformer les pulsions homosexuelles en pulsions hétérosexuelles sans vraiment y croire. Et puis, il y a aussi l'avis du psychiatre de la clinique de Prussange à Neuchâtel, qui est à la page 157, et que je vais vous lire, c'est pas mal aussi. D'après mes observations, dit-il, et je rejoins en cela mon excellent confrère lyonnais, le docteur Bonnevaux, le contexte joue un rôle essentiel. Prenez par exemple une paysanne du Haut-Jura. Même si les hommes lui font horreur, jamais il ne lui viendra à l'esprit de coucher avec une autre femme. Culturellement, socialement, religieusement, c'est impensable. Il est exact, en revanche, que l'on peut observer, chez certains sujets féminins, des caractéristiques masculines comme une poitrine inexistante, une pilosité abondante, voire un clitoris hypertrophié. Ce sont là des anomalies physiologiques dont la science ne saurait tarder à nous expliquer la cause. Des anomalies capables d'engendrer une forme d'incertitude, de confusion,
s'agissant de la libido. Mais sans même avoir examiné mademoiselle votre sœur, donc Gabrielle, je vois que cela ne la concerne pas. Par conséquent, dans son cas, nous avons affaire à une déviation acquise et non innée. Voilà. Voilà, je vous dis, vous êtes probablement renseigné, donc est-ce que vous pouvez développer Alors là, c'est un vaste problème, mais vu la période que l'on traverse, où maintenant de très jeunes gens sont amenés à réfuter le sexe qui, disent-ils, entre guillemets, leur a été attribué à la naissance, on est quand même là dans une confusion assez intéressante. Mais non, sans aller jusque-là, sur l'homosexualité même, c'est incroyable de penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était effectivement, donc les psychiatres que je cite, tout ça n'est pas inventé. Il y avait ce regard-là porté sur l'homosexualité. Et donc on imagine ce qu'était la vie des homosexuels. Ça rigolait pas tous les jours quand même. Alors à Montparnasse un peu plus, parce que ça, il pouvait un peu s'éclater, mais c'est une bulle, c'est ailleurs. En province française aussi, j'imagine que c'était lui. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez touchant sur lequel dont j'avais envie de parler un petit peu. Parce que je pense rétrospectivement aux vies qu'ont eu ces personnes, et ça me paraît assez horrible. D'ailleurs, ils ont quand même une trajectoire. Gabriel, c'est difficile, puis Edgar, alors ça se termine très mal. Et bon, ce sont des choses. Tout le monde sait qu'il y a eu effectivement des internements abusifs, des gens écartés pour cette raison-là, voire emprisonnés selon les législations des divers pays. Enfin, c'est quand même assez invraisemblable. Et le discours de certains psychiatres totalement sûrs d'eux-mêmes, oui. Voilà, pontifiant là-dessus, c'est assez effrayant. Mais le discours de la faculté est comment dire ça, assez soft par rapport à l'action des familles, l'action de l'entourage, les frères, la belle-sœur, le curé, enfin c'est des monstres à côté du diagnostic médical. Le curé est certainement dans l'histoire. Alors j'allais y venir, hein. Le plus large d'esprit, c'est le curé. On va y venir tout à l'heure, si vous voulez. On va y venir au curé. Oui, mais... Alors bon, allons-y, mais ça me servait de tremplin pour passer à un autre thème, donc je préfère garder pour plus tard. Auparavant, il faudrait peut-être aussi préciser une chose, hein. Votre histoire commence en 1927, c'est ça? À peu près. Eh bien, le premier livre sur l'homosexualité d'un personnage important, c'est André Gide, Corridon, c'est 1924. La thèse que développe Gide dans Corridon, c'est la première fois qu'on le fait de manière officielle, c'est de dire que l'homosexualité est quelque chose de totalement naturel, c'est pas du tout une maladie, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est un fait de nature. Voilà. C'est la thèse qu'il développe, c'est la thèse d'ailleurs qui est maintenant avérée. Voilà, donc on est dans cette époque-là où effectivement le premier auteur qui s'est risqué à cela, qui s'est risqué parce qu'il s'est quand même attiré des inimitiés, à commencer par celle de Claudel, en publiant, en avouant publiquement d'abord ses propres tendances à lui, et puis sa propre vision de ce qu'on considère alors comme une maladie. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est les traitements, comment on traite cette maladie. Alors on peut prendre des bains froids, se promener dans le parc, discuter. Le médecin n'est pas du tout fermé à la discussion. Il pense qu'à travers un dialogue, il va pouvoir effectivement ramener Gabriel plus ou moins dans le droit chemin. Donc ça, c'est pas... C'est une méthode douce. C'est une méthode douce, mais quand même, elle a des effets qui sont assez agressifs. Je lis, la page 184. Elle, donc Gabrielle, sombra dans une forme de rumination morne qui conduisit le psychiatre à lui prescrire du bromure de lithium qu'elle tolérait mal. Après concertation avec le docteur Kuhn, on revint au paraldéhyde. Si Marcel avait pu voir son amie, elle aurait eu peine à la reconnaître. Flottant dans ses vêtements, le teint brouillé, le cheveu terne, Gabrielle s'exprimait d'un ton morne, économisait ses gestes, toute lumière avait disparu de ses yeux. Bon, elle n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle soit guérie dans... La chimie dont il disposait à l'époque, c'est pas terrible quand même.
Aujourd'hui, c'est quand même pas terrible non plus, c'est plus efficace peut-être, plus ciblé, mais c'est pas formidable. Il y a toujours des effets secondaires et oui, non, mais ils croient beaucoup à tous ces médicaments quand même. On a l'impression que vous dites, voilà, la vérité du XXIe siècle, à la page 222, à la fin de la lettre qu'écrit Edgar pour justifier son suicide. Hein, je vous lis, ça c'est des paroles actuelles. Je crains que votre science ne soit impuissante face à des désirs auxquels vous n'avez jamais rien compris. Soignez donc ceux qui souffrent d'entendre des voix, ceux qui se sacrifient, ceux qui se prennent pour Jésus ou pour Napoléon, et fichez donc la paix aux invertis. Voilà, c'est ce qu'écrit Edgar. J'imagine que c'est... Oui, c'était un peu un cri du cœur. Oui. C'est un cri du cœur. Donc lettre écrite au directeur de l'asile. Voilà. Ce qui est étonnant aussi, c'est les conditions, là aussi je pense que vous vous êtes renseigné, c'est les conditions d'internement à Pruy-Saint, dans cette clinique psychiatrique. À la page 135, on les précise. On leur avait dit qu'en Suisse, 2 certificats médicaux concordants étaient nécessaires pour justifier d'un placement en asile psychiatrique. Je pense que c'est vérifié. Non, c'est inventé. Pardon? C'est inventé. Ah, c'est inventé. Non, c'est rien. Ah, En France, un seul suffisait. Un seul. ah, puis en Suisse, vous avez dit, en Suisse, il doit être plus prudent. Non, Non, mais parce que ça m'arrangeait pour une question de récit d'en avoir 2. Et voilà. Ah, d'accord. Mais pourquoi pas? On peut considérer que les Suisses étant plus sérieux que les Français, peut-être, il en fallait 2. Alors, prenons la question autrement. Pruy-Sange, pour vous, c'est une prison ou c'est une clinique? Non, c'est une clinique. C'est une clinique. D'ailleurs, à un moment donné, le médecin dit à Gabriel, mais vous pouvez sortir, on ne vous retiendra pas. Vous êtes libre. Oui, sauf qu'il lui dit, vous n'avez pas de fric, Voilà. dans la situation où vous êtes, vous n'avez aucune chance, donc vous ferez mieux de rester ici. En gros, c'est ça. Non, ils n'étaient enfermés que des malades dangereux, et encore, ils n'étaient pas forcément dans ce genre d'établissement. Mais a priori, c'est libre. Alors, on avait abordé tout à l'heure, le personnage le plus compréhensif sur le sujet de l'homosexualité reste l'abbé Mijos, qui tend à démontrer, s'il en était encore besoin, que c'est un de vos personnages préférés. Est-ce que je me trompe? Il m'amuse beaucoup, cet abbé. Alors, je suis, allez, on va pas dire anticlérical, n'exagérons rien. Enfin, j'ai pas une sympathie débordante pour l'Église catholique et les gens qui la servent, mais cet abbé, je trouve aussi qu'il, voilà, il n'y a pas que, et cet abbé, il est d'une telle naïveté finalement. Il y croit vraiment, il croit à tout ça, et donc il est, ben voilà, c'est pas un mauvais homme. Il essaye de faire le bien sans arrêt. Et en faisant le bien, bon, il fait beaucoup de dégâts quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, ce qui arrive souvent quand on veut faire le bien d'ailleurs. C'est pas si facile que ça. Donc voilà, mais c'est un homme sincère. C'est le seul peut-être dans l'histoire qui soit réellement sincère. Oui. Les 2 frères sont des types épouvantables. Il y en a quelques autres qui sont assez gratinés aussi. Ouais. Lui, il a cette espèce, c'est une sorte de vieil enfant, parce qu'il est quand même, il est âgé, il est un peu... Et voilà, c'est un vieil enfant qui voit qu'il y a une vision du monde très simple, avec les bons, les mauvais, et il faut ramener les mauvais vers du bon côté, c'est aussi simple que ça. J'ai une autre explication, mais il viendra plus tard. Il viendra plus tard. Puisqu'on en est à vos personnages, je veux dire, ils sont tous truculents. Voilà, vous avez le sens du portrait, de la caricature, la petite phrase du mot qui, paf, vous dessine une caractéristique. On sent peut-être le dessinateur aussi. Oui, peut-être, pourquoi pas. Ah, ça peut venir de là, oui. Ça se sent. Il y a un personnage, et c'est truculent, moi que j'aime beaucoup, c'est celui de la concierge. C'est par elle d'ailleurs que commence l'histoire, et non pas par le personnage principal, Gabriel, qui n'intervient qu'au chapitre 3. La concierge, évidemment, c'est un extraordinaire fil conducteur pour un récit, parce qu'elle voit tout, elle sait tout, elle peut beaucoup. On se souvient de la fameuse concierge de Muriel Barbery dans L'élégance du hérisson. On va écouter Vincent nous lire le portrait de la concierge. C'est au tout début. Oui. L'univers de
de Madame Ernest se résumait au triangle délimité par les rues d'Assas, de Vaugirard et le boulevard du Montparnasse. Au-delà s'étendait une terra incognita où elle se risquait le moins souvent possible, serrant fort les fesses et le manche de son parapluie noir. Même le jour de l'armistice, alors que tous les Parisiens étaient dans la rue, Madame Ernest n'avait pas quitté son poste au 23 de la rue Duguay-Trouin, Paris 6e, au motif que des cambrioleurs auraient pu profiter de l'occasion pour visiter les appartements désertés. La liesse générale de ce 11 novembre l'avait laissé de marbre. Son mari était mort pour la France, ce n'est pas un défilé qui allait le ressusciter. Madame Ernest était donc restée seule avec sa peine dans les ténèbres de sa loge, un boyau coudé ouvrant d'un côté sur le porche, de l'autre sur la cour de l'immeuble. Dans cet espace congru, elle était parvenue à entasser le lit matrimonial, un Voltaire à oreilles tapissé de soie tilleul, un buffet et un minuscule réchaud sur lequel mijotaient à longueur d'année les puissants ragoûts dont elle nourrissait son chagrin. Elle n'avait pourtant pas toujours été concierge, Madame Ernest, ni obèse. Elle avait eu un nom et un prénom avant de rencontrer Ernest Bouscadier. Armande Guyot, elle s'appelait, employée chez une fleuriste de la rue Vavin. Elle y avait commencé à la veille de ses 15 ans, balayant le sol, désépinant les roses ou liant d'un brin d'osier ces petits bouquets composés qu'on vend aux amoureux pressés. C'est plaisant, le commerce des fleurs, encore qu'on y attrape des engelures, en hiver, à travailler les mains nues dans une boutique ouverte à tous les vents. Armande tirait une légitime fierté de cet emploi si étroitement associé aux moments les plus importants de la vie, la naissance, l'amour, la mort. Elle se réjouissait du bonheur de ses clients, partageait leur deuil. Le magasin étant le fournisseur officiel de la paroisse de Saint-Sulpice, une fois par semaine, aidée du commis, la jeune fille allait remplacer dans la majestueuse église les gerbes et les compositions florales flétries. Le parfum de l'encens mêlé à celui des lys pourrissants lui causait d'étranges langueurs. Et quand un rayon de soleil traversait le verre coloré d'un vitrail, elle se sentait pousser les ailes d'un ange. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce personnage et aussi l'idée d'ouvrir le livre par le personnage de la concierge? Madame Ernest a existé en fait. Ah ouais? C'est pas Madame Ernest, mais quand j'étais petit, il y a des amis de mes parents habitaient dans le 6e arrondissement. Et il y avait une concierge qui était une dame considérable dans tous les sens du terme, qui habitait effectivement une loge. Ce que je décris là est presque édulcoré par rapport à la réalité. C'était immonde. Enfin, l'espace dans lequel elle devait vivre était vraiment immonde. Ça donnait sur une cour, il y a des rats qui passaient. Enfin, c'était un truc. Et cette femme était souriante, joyeuse, sympa. Elle montait le courrier, ce que je raconte aussi d'ailleurs dans le. Malgré tout, elle avait du mal à se déplacer, des problèmes aux jambes, etc. Elle montait le courrier au locataire. Voilà, c'était un personnage invraisemblable. Dont j'ai gardé ce souvenir, et voilà, je me suis dit, et elle n'était l'histoire du début où elle n'a jamais dépassé le triangle des 3 rues, elle n'avait jamais quitté le 6e arrondissement, elle ne savait pas à quoi ressemblait la Bastille, c'est assez fou. Donc voilà, je me suis dit, ce personnage sur un roman parisien, voilà un bon personnage. Et commencer le roman par cette figure-là? Ben, j'ai hésité parce que ça se fait pas trop, normalement on commence par l'héroïne. Bah non, donc ça peut être justement une bonne manière. J'ai fait un essai en démarrant avec Gabriel, et puis non, j'ai remis ma concierge au début, parce que je trouvais que c'était bien, puis je dis après, c'est Virgile conduisant Dante aux enfers, en fait. Voilà, je pense que c'était Elle une donne très la bonne clé idée. oui, finalement, oui. Il y a un très bon fil conducteur qui nous amène à... Voilà. Et c'est un personnage, alors on parlait de l'abbé Migeot, qui est un personnage ambigu malgré tout, elle aussi est très ambiguë. Ah oui, elle peut être féroce. Je pense qu'avec ce qui s'annonce, la guerre qui s'annonce, ça ne va pas être formidable avec Madame Ernest. Il y en a qui ont du souci à se faire. Il y a la suite à écrire alors avec Madame Ernest. Non, mais voilà, le fait qu'un personnage puisse être à la fois touchant, sympathique et absolument abominable, Ouais. voilà, c'est réel. C'est exactement ça. Un autre portrait savoureux, c'est un personnage type. Lui aussi, c'est la bonne du curé. On a fait des chansons là-dessus, il s'est marié aussi bien.
Eh bien, vous décrivez aussi la bonne du curé, c'est pas mal. Alors, Vincent va nous lire aussi ce portrait. Marthe était au service de l'abbé Migeot depuis près de 20 ans. Elle avait été la bonne du chanoine précédent et serait celle du suivant si Dieu lui prêtait vie. Compacte, laide et renfrognée, elle faisait le ménage, ravaudait les vêtements, préparait des repas roboratifs qu'il suffisait de réchauffer. Ses seuls défauts étaient un goût immodéré pour le Fernet Branca et une curiosité maladive. Marthe était au courant de beaucoup de choses, de beaucoup trop de choses, à croire qu'elle écoutait les confessions. Elle n'hésitait pas, en tout cas, à coller l'oreille à la porte lorsque l'abbé parlait au téléphone, à parcourir son courrier quand il s'absentait. Ainsi, n'ignorait-elle rien des égarements de Gabriel. Si c'était pas malheureux, une si jolie gamine. Il y avait sur le bureau du chanoine une photo de Gabriel en première communiante dans un cadre en argent bruni. Marthe trouvait l'abbé bien pusillanime en la circonstance. Qu'est-ce qu'il espérait donc de ce détective parisien qu'elle estropiait en détective? Ce n'était pas lui qui allait ramener au bercail la brebis galeuse, si. Ce qu'il lui aurait fallu à la môme, c'est une volée de martinet. Ça vous remet les idées d'équerre, même à l'âge adulte. Marthe se désolait de voir le chanoine aussi soucieux. Elle n'osait pas, toutefois, aborder le sujet avec lui, sachant qu'il la prierait, à sa façon calme et polie, de s'occuper de ses oignons. D'habitude, l'abbé Migeot attendait de sentir l'odeur du café pour descendre à la cuisine prendre son petit déjeuner. Mais depuis son dernier voyage à Paris, sitôt levé, il vérifiait le courrier. Une jeune fille attendant la lettre de son amoureux n'aurait pas été plus fébrile. Ne le voyant pas apparaître ce matin-là, Marthe monta l'escalier à pas de loup et se planta devant la porte de la chambre à coucher, tous les sens en éveil. Elle ne perçut rien, pas un ronflement, pas même le murmure d'une prière. Elle hésita à appeler, redescendit lentement, ne voulant pas déranger le saint homme s'il était en méditation au pied du crucifix. Une scène qu'elle avait surprise maintes fois à travers le trou de la serrure. Marthe décida alors d'aller elle-même jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres. Bonne intuition. Il s'y trouvait une enveloppe postée à Paris, Saint-Lazare, sans mention d'expéditeur. C'était celle que le chanoine attendait. Marthe tenait le prétexte idéal pour remonter à l'étage. « Mon père !» claironna-t-elle, « le facteur est passé, il y a une lettre pour vous de Paris !» Elle a aussi un modèle, cette bonne du curé. Non, pas vraiment, mais j'ai toujours des souvenirs qui reviennent après de personnages. Ça, c'était plutôt à la campagne autrefois. Il y a un peu, voilà, ça peut-être un mélange de quelques femmes. Alors, vos personnages, en fait, ont tendance à se diviser en deux camps. Il y a les bourreaux et les victimes. Et puis, à part quelques rares exceptions, la répartition est très claire. Les bourreaux sont les hommes et les victimes sont les femmes. Alors, les femmes sont victimes d'à peu près tout. Hein. Je vais vous faire un rapide topo. D'abord de leur naissance, parce qu'elles ne sont pas désirées. Gabriel n'était pas désiré. Son père n'avait même pas envisagé la naissance d'une fille. Alors il se console en disant bon, voyons le bon côté des choses, finalement ma femme n'est pas morte durant l'accouchement, donc ça va aller comme ça. Et puis elles sont victimes aussi alors d'un déterminisme immédiat, puisque à peine née, on a déjà tracé leur avenir, ce qui était le cas de Gabriel. Elle va aller en pension, on va la marier, etc. Le mariage venu, elles sont victimes de la nuit de noces et des assauts du mari. Alors je vais quand même lire le passage, parce que ça pourrait rappeler quelques souvenirs. On ne sait jamais. Écoutez bien. La nuit de noces fut à l'avenant. Le jeune marié, il s'agit de la concierge, de Mme Ernest et de son mari.
Le jeune marié troussa son épouse sans préambule ni délicatesse, s'endormit aussitôt après les ronflements de chantre. Armande pleura discrètement dans son oreiller. Sa mère lui précisa qu'il en était toujours ainsi la première fois. Le mariage est comme une chaussure neuve, ajouta-t-elle au début. Ça fait mal, à la longue on s'y fait. Sans vraiment y prendre goût, Armande s'habitua aux assauts d'Ernest, aussi brefs qu'impétueux, d'autant que c'était quand même le plus sûr moyen d'avoir cet enfant dont elle rêvait et qu'elle n'aura pas. Une fois mariées, elles sont victimes de la tendance à l'alcoolisme et à la paresse du mari. C'est aussi le cas, pour la concierge. Alors son mari très vite est amarré aux zinc dès le matin. Il enchaînait les canons, maudissant pêle-mêle le destin, la clientèle qui avait boudé son commerce, les créanciers qu'il avait saignés à blanc, l'économie capitaliste, etc. Et puis plus loin, Ernest n'en fichait pas une rame. C'est à peine s'il sortait les poubelles, les cognant fort et maugréant avant de retourner boire et ressasser ses déboires. Voilà, le mariage, c'était une belle désillusion. Il y a quand même une ouverture, c'est que Ernest, à la guerre, il va mourir dans les tranchées. Donc, mais bon, c'est même pas forcément une délivrance. Par exemple, les femmes sont aussi victimes des directives testamentaires qui ne les avantagent pas. C'est le cas de Gabrielle, qui est lésée par rapport à ses deux frères. Ils sont victimes de la justice parce que quand elle dit « moi je veux m'opposer à ces directives », on leur dit « non, les juges c'est des hommes, donc tu n'as aucune chance, laisse tomber ». Elles sont aussi victimes du chantage sexuel. C'est le cas pour Gabrielle, c'est souvent le cas, notamment avec le jeune dandy Gaëtan de Saint-Véron. Bref, là vous êtes terriblement dans l'air du temps. Hein. Vous ne trouvez pas que vous êtes quand même un petit peu sévère avec ces pauvres hommes dont certains ont traversé une guerre atroce, parce qu'on est quand même dans des conditions difficiles, et qui font ce qu'ils peuvent. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu russes, ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles. Je sais pas, est-ce que... Non, je trouve pas ça exagéré du tout. Au contraire, c'est même plutôt... non, ça va. Mais moi, alors, on en revient à l'histoire de la concierge. Dans l'immeuble où j'habitais petit, il y avait effectivement la concierge, sortait les poubelles, se tapait, nettoyait, montait... Enfin, elle faisait tout ce travail. Et son mari était passé la journée assis sur une chaise, à fumer des cigarettes et à lire le journal. C'était une caricature. Enfin, voilà, mais personne ne trouvait rien à redire. Voilà. Donc non, des exemples comme ça, il y en a des milliers, je pense. C'est pas du tout... les décisions testamentaires de la famille Bertolon, oui, il y a une grosse entreprise. On ne peut quand même pas laisser les clés de l'entreprise à une femme, alors qu'il y a deux frères. Enfin, voilà, donc elle, on lui fait une petite rente et les frères vont gérer l'entreprise. Effectivement, elle s'y oppose et l'avocat dit non, mais attendez, vous n'avez aucune chose de gagner. Bon, il y en a quand même un qui est sur le front pendant que sa femme s'amuse. Aussi, ça c'est aussi un classique de l'époque. Et la guerre n'excuse rien, ça je ne pensais pas. Bon, on a l'impression que finalement les seuls hommes acceptables sont ceux qui ont renoncé, quelle que soit la raison, à toute prétention sexuelle sur les femmes. L'abbé Goujon parce qu'il est abbé, Edgar parce qu'il est homosexuel, le détective Antoine qui à la fin renonce à être l'amant de Gabrielle pour devenir son ami, ou même Léon, le frère qui finalement semble devenir bien à la fin, puisqu'il renonce à... Oui, il y a un petit rattrapage. Oui, il y a une forme de rédemption quand même. Hein. On a l'impression, justement, puisqu'on parle de rédemption, que la seule rédemption de l'homme passe forcément par le renoncement à la sexualité. Est-ce que je me trompe? En tout cas, ça a fonctionné dans votre livre. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais je vous assure que ça marche. Mais le lecteur est libre de l'interpréter comme il l'entend. De même, les femmes retrouvent une forme d'autonomie et de bonheur, de gaieté de vivre, qu'une fois épargnées par le désir des hommes, une fois libérées du désir des hommes. Alors c'est évidemment le cas de Gabrielle. La concierge, dont on a beaucoup parlé, au fond, elle n'arrête pas de pleurer son mari qui est mort au champ de bataille, mais elle a l'air beaucoup mieux sans son mari. Je pense que oui. Bon, la bonne du curé, puisqu'on a le portrait, elle est contente.
Oui, alors elle, bon, c'est pas trop, c'est quand même pas non plus un exemple. Mais Gabrielle, finalement, son destin s'améliore vraiment lorsqu'elle semble libérée du désir, en tout cas du désir des hommes, non? Ah, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Mais bon, il connaît d'autres désirs, mais... Il y a un... Moi, c'est ce qui m'a frappé, alors peut-être c'était pas tout à fait conscient chez vous, mais ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, on a l'impression dans ce livre que le désir sexuel est responsable d'à peu près tout, et fausse tout. Et que dès le moment où on arrive à surpasser ça ou à le dépasser, à ce moment-là, il y a une forme de rédemption, il y a une forme de bonheur possible, il y a une forme d'autonomie, de liberté. Ça m'a paru assez évident. D'accord, on aurait dû en parler plus avant. Parce que j'ai pas eu de réponse précise à apporter à ça, il va falloir que je travaille sérieusement là. Ah ben, relisez bien votre livre, mais vous verrez, ça marche. Hein. Cela dit, il y a aussi le désir des femmes, parce que Gabrielle a une relation avec une certaine Marcel. Alors cette Marcel, chaque prénom est très subjectif et vous pouvez évoquer beaucoup de choses pour chacun. Moi, Marcel, ça m'évoque quelque chose de plutôt masculin. Vous la faites assez possessive, jalouse, frustre, intrusive, assez masculine finalement. Oui, En quoi elle diffère beaucoup des prétendants c'est une femme. Oui, mais C'est la principale qualité d'être une femme. Et par rapport à la rudesse des hommes que Gabriel côtoie, il y a quelques échantillons, franchement, mettez-vous à la place de Gabriel, moi aussi j'aurais choisi la femme. Ah, parce que vous ne les choisissez pas. C'est gratiné quand même. Ah oui, mais vous les choisissez gratinés. Oui, mais bon, J'imagine qu'ils ne sont quand même pas tous comme ça. pas tous, mais beaucoup. Oui. Ce qu'il y a d'étonnant dans ce livre, c'est en fait une suite de tableaux. On a les portraits, des situations, on voit très bien. Puis entre deux tableaux, ben, c'est l'action qui va se dérouler, mais pour moi, elle est presque moins importante parce que chaque fois, on tombe sur un personnage, on tombe sur quelqu'un qui est atteint, qui est ramonté, qui est travaillé, qui est plongé dans quelque chose. Et puis, on peut rester un très grand moment sur ces peintures, en fait. Et puis on passe à l'autre, puis bon, il ne sait pas s'il a pris la voiture, il est à Neuchâtel, ok. Mais puis après on tombe de nouveau sur une peinture très fouillée, qui a une dimension picturale avec des couleurs extraordinaires. Si on pouvait mélanger les époques, être Goya, même Bruegel, et puis toutes ces choses très fortes, c'est assez étonnant de construire en fait une galerie de peinture. Oui, en même temps, c'est un livre sur la peinture, donc ça se... Ah, c'est voilà. un livre sur la peinture. Bah, on parle beaucoup de peinture, quand même. Oui, oui, on en parle, Donc, mais bon, c'est des ratés qui sont à l'école là-bas un peu. Oui, c'est pas grave, il faut de la peinture quand même. Il n'y a pas que les grands. Non, non, d'accord. Mais voilà, oui, mais moi, de toute façon, j'écris ce que je vois, Oui. en gros. Donc D'accord. voilà, c'est pour ça que j'ai été scénariste longtemps aussi, parce que ça aide quand on écrit un film de le voir. Voilà, et là, effectivement, j'aime bien l'idée, votre analyse de tableau me plaît bien. Oui, oui, c'est effectivement des tableaux. Suite de tableaux. Bah, oui, venant du dessin, c'est assez logique, de la peinture, enfin, c'est assez logique que je l'écrive de cette manière-là en même temps. On demande habituellement à nos invités de choisir un passage, de le lire et d'expliquer pourquoi ils ont choisi ce passage. Je crois que c'est le moment de vous acquitter de votre devoir. Alors, Quatrième de couverture. donc je vais vous lire un passage qui n'est pas le plus drôle du livre, mais que j'aime bien parce que voilà, c'est quelque chose qui me... Et c'est un tableau aussi, pour revenir à ce qu'on disait. Donc, vous l'avez compris, il y a un personnage qui s'appelle Edgar, qui est à l'asile et qui va se suicider. On a lu sa lettre au médecin, et donc Edgar va être enterré sur place.
Donc le docteur Lambernet avait pensé initialement limiter le nombre des participants à lui-même, au docteur Kuhn et à Robert, et au pasteur chargé de prononcer quelques mots. Mais au regard de l'intense émotion suscitée au sein de l'établissement par le suicide du jeune homme, il comprit qu'un enterrement à la sauvette serait une erreur dont on paierait le prix fort. Il convenait au contraire de mettre en scène une cérémonie digne et poignante, d'y associer malades et soignants. Encadré par les infirmiers, un cortège de femmes et d'hommes endimanchés se mit donc en marche le jour venu, derrière la lourde charrette qui servait l'été à la fenaison. On l'avait débarrassé de ses ridelles et habillé d'un drap noir avant d'y déposer le cercueil d'Edgar, semé de gardénias et de petits bouquets de violettes. Ces messieurs du comité, en habit, le chapeau au creux du bras comme il convient, ouvraient la procession. Robert avait troqué son éternel costume de chasse pour une redingote qui lui donnait l'apparence d'un maître d'hôtel un peu louche. Il tenait par la bride Prosper, le cheval dévolu aux travaux agricoles. Sa robe sombre avait été brossée, sa crinière et sa queue tressées, ses sabots vernis. De tous les participants, c'est lui qui avait la plus fière allure. Au pas lent du percheron, on parcourut la demi-lieue qui séparait le perron du lieu de sépulture. Un vent d'est avait chassé les nuages du matin, le ciel et le lac affichaient le même bleu juvénile, pétillant. Il y avait de la gaieté dans l'air. Les fous avaient été chapitrés. Ils avançaient gravement, tiquetant en sourdine, s'appuyant qui au bras, qui à l'épaule de l'autre. Gabriel sourit en songeant qu'Edgar aurait adoré cette procession hétéroclite et solennelle, ce défilé d'idiots, de mélancoliques, d'alcooliques, d'épileptiques, d'exaltés, de gâteux, de maniaques, d'obsédés, de simulateurs et d'hystériques. Arrivé devant le mausolée du fondateur, à proximité duquel les jardiniers avaient creusé une fosse, on fit cercle et le pasteur lança d'une voix claire « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, 23. Il broda hâtivement sur ce thème sans cesser de jeter sur l'assistance des regards anxieux. Cette célébration ne l'enchantait pas. Il redoutait que l'un des timbrés se mît soudain à hurler des insanités, à arracher ses vêtements ou à exhiber son sexe, mais rien de tel ne se produisant. Il entama le psaume 26, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », avec beaucoup de conviction, sans obtenir une franche adhésion, sinon celle du comité. À la fin du cantique, on vit sortir du rang un dénommé Georges, un grand échalas au poil dru, à l'œil farouche, un guillocheur de la Chaux-de-Fonds connu pour ses accès de violence qui pouvaient mobiliser jusqu'à 10 infirmiers. Le docteur Lambernet échangea un signe discret avec Robert qui, plus d'une fois, avait été appelé en renfort pour maîtriser l'insensé. On s'était prêt à une intervention musclée. Mais Georges se contenta de sortir des plis de son manteau un petit violon. Il le cala sous son menton barbu et rêche, puis commença à jouer un morceau dans lequel les mélomanes reconnurent la méditation de Thaïs de Massenet. L'assistance ne tarda pas à renifler et à pleurer sans retenue. Le pasteur lui-même se moucha longuement. Le docteur Lambernet essuyait sans cesse les verres embués de ses lunettes. Ces messieurs du comité se raclaient la gorge. Le problème est qu'une fois lancé, il était difficile d'arrêter Georges qui paraissait alors saisi d'une transe. Les infirmiers parfois étaient contraints de lui arracher son instrument, sur quoi il eût joué jusqu'à épuisement. En écoutant sa musique, Gabriel pensa au joueur de flûte de Hamelin et se plut à imaginer Georges conduisant la cohorte des fous jusqu'au lac où tous se noieraient. Une femme perdit connaissance, une seconde l'imita, les infirmiers s'empressèrent. Un homme se mit à pousser de longs hurlements, un autre s'effondra en bavant, convulsa, un autre encore se débrouilla pour choir dans la fosse béante. Bref, en quelques minutes régna le chaos. Le pasteur et les membres du comité profitèrent de la pagaille pour prendre la poudre d'escampette. Les funérailles d'Edgar laisseraient dans la mémoire de Poussange un souvenir impérissable. Ça, c'est un tableau dans le sort. Donc, vous voyez, même sur une scène d'enterrement, c'est drôle. On approche de la fin. Je vais vous encourager vraiment à lire ce livre. Vous n'allez pas vous ennuyer, comme vous avez déjà pu le remarquer. On a eu assez d'extraits pour vous en donner une bonne idée. C'est succulent, c'est truculent, c'est baroque, c'est rocambolesque, c'est drôle. Et c'est un véritable plaisir de lecture. Alors je vous le recommande. On va bientôt passer aux questions. Mais pour ne pas passer aux questions trop abruptement, parce qu'en général on passe aux questions, puis personne n'a eu le temps de préparer ses questions, et il y a un grand silence, c'est un peu gênant. Alors je vais vous laisser le temps de préparer tranquillement vos questions, en écoutant
Ça, c'est ma femme qui arrive. En écoutant une dernière fois Fréhel. Alors, on a vu à quel point les hommes étaient scabreux dans ce livre. Eh bien, Fréhel, elle regrette quand même tous ces amants disparus. Ça contrebalance un tout petit peu. On écoute Fréhel et puis ensuite on passe aux questions. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nul entourage, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aiment tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Voilà, vous avez eu le temps peut-être de préparer quelques questions. Alors on vous écoute. Oui. J'ai une petite question, c'est vraiment très basique, j'ai pas lu le roman. Et puis vous avez fait une série de portraits, une série de tableaux. Mais la question est la suivante, mais qu'est-ce qui fait le lien entre ces personnages qui fait avancer l'histoire ou le roman? Je n'ai pas saisi. Non, c'est le destin d'une femme quand même, hein, qui, voilà, qui de bonne bourgeoisie, très bonne bourgeoisie lyonnaise, éprise d'art, va partir à Montparnasse pour étudier la peinture et s'embarquer dans une aventure où elle commence à prendre un plaisir immense jusqu'à ce que ses frères y mettent un terme plus que brutal. Voilà, donc on aurait pu l'appeler, titre que je préfère ne pas utiliser, le destin de Gabriel par exemple. Mais voilà, oui, c'est elle qui, bien sûr, c'est elle qui est le lien, le fil conducteur, l'héroïne. Juste une petite question géographique. Pourquoi Neuchâtel? Parce que Neuchâtel est mon pays natal, ma ville natale, et que mon grand-père a été pendant un peu moins d'une dizaine d'années directeur de l'asile d'aliénés de Préfargier, que je n'ai pas appelé Préfargier dans le livre. Ah, il n'était pas interné. Ça ne m'aurait posé aucun problème. Mais... voilà. Et voilà. Il voulait au départ, je pensais écrire quelque chose sur lui, que je n'ai absolument pas écrit, parce que je suis parti dans une toute autre histoire. Mais il figure dans l'histoire, et l'asile, qui est un endroit assez intéressant, figure dans l'histoire. Voilà, c'est venu comme ça. J'ai changé le nom dans une forme de pudeur, mais enfin, en Suisse, tout le monde sait de quoi je parle. En France, tout le monde s'en fout, donc ça va. Voilà. Non, alors, Pierre a bien résumé au fond ton talent pour brosser des portraits. Moi, je trouve que chaque livre que j'ai lu, j'en ai lu pas mal, c'est une véritable galerie de personnages qui sont extrêmement bien tracés, dessinés. Mais il y a une chose, une qualité, je trouve, qu'on trouve rarement dans la littérature d'aujourd'hui, c'est le dynamisme. Dans tes livres, on bouge beaucoup. Je dirais que les personnages, on la bougeotte. On passe d'un continent à l'autre, parfois là, dans des livres déjà anciens comme nébuleuse.org.
que j'ai beaucoup aimé. C'est une série de livres qui sont parus dans la série noire de Gallimard. On bouge beaucoup. Et puis, on passe toujours par la Suisse aussi, à un moment donné. Alors, dans Nébuleuse, un des personnages principaux, c'est un banquier de Neuchâtel, justement, qui est extrêmement ambigu pendant tout le livre, et puis qui finalement, à la fin, se révèle être un peu un salopard. Il y a une clinique aussi dans le Lavaux, ou en tout cas absolument magnifique, magnifiquement décrit. Dans un autre livre, Mon frère ce zéro, au fond, cette équipe de bras cassés vient à Genève. Dans l'espoir de vider un coffre. Mais, voilà, avec une scène une sorte d'enlèvement qui rappelle déjà le dernier. Hein. Et puis, dans Le Chevalier fracassé, évidemment, on part de Neuchâtel pour partir ailleurs. Et là, on revient un peu en Suisse, dans une clinique. Hein. Moi j'aime bien cette manière d'abord de bouger beaucoup. Hein, ce sont des romans qui sont extrêmement dynamiques. C'est vrai que on s'ennuie pas une seconde là, parce que les personnages eux-mêmes sont vraiment vivants et dynamiques aussi. Hein, et puis justement, alors la Suisse c'est parfois un banquier. Parfois justement une clinique psychiatrique. Alors c'est au fond ton l'image que tu as de... C'est une réalité quand même. Et en écrivant Le Chevalier fracassé, j'ai découvert que les banquiers suisses avaient joué un rôle assez important dans la Révolution française, ce qui n'apparaît pas beaucoup, en tout cas pas dans les cours qu'on avait à l'école. Hein. On n'en parlait pas. Ouais. C'est un peu, alors c'est le saumon, je crois, qui retourne à la source. C'est un peu ce que je fais là depuis quelques années. Je reviens de plus en plus vers Neuchâtel. Mon vrai nom étant Colin, si vous voulez, ça explique peut-être le saumon. Mais voilà, il y a ce mouvement-là, effectivement. Et l'histoire du déplacement entre les deux, je pense que j'ai la clé freudienne de ce truc-là. Alors je vous explique. C'est assez rigolo, enfin je pense que c'est ça, moi ça m'amuse assez. Je suis donc né à Neuchâtel parce que ma mère, je sais pas, à l'époque, c'était une époque très reculée, hein, elle craignait peut-être que, je sais pas quoi, là en France, un accouchement soit plus difficile. Bref, elle est retournée à Neuchâtel auprès de ses parents pour accoucher. Donc je suis né à Neuchâtel. Elle vivait à Paris déjà depuis quelques années. Et quand elle est repartie, alors c'est un truc que je n'ai jamais compris, elle est repartie à Paris pour chercher un appartement, semble-t-il, en m'abandonnant, si je puis dire, à ma grand-mère, pour laquelle j'avais un attachement immense, de ce fait sans doute. Et quelques mois après, elle est revenue me chercher, elle m'a ramené à Paris, où ils avaient apparemment trouvé un appartement. Bon, bref, ramené dans un panier d'osier, m'a-t-on raconté, une valise en osier, un truc. Moïse. Oui, ça s'appelle un Moïse. Voilà. Bon, bref, voilà, donc je pense que quelque part, cette espèce de voyage sans danger entre Neuchâtel et Paris a dû laisser une espèce de trace. Et quand on écrit, en fait, en gros, quand même, il se passe des choses dans le cerveau. Hein. On maîtrise très très peu de choses. Alors j'ai persuadé pendant des années d'écrire des livres qui parlaient de tout sauf de moi. Eh ben non. J'ai beau inventer les histoires les plus tordues avec des détectives, etc., comme celui que vous citiez, où là, ça y va, il y a des sectes, il y a des machins, etc. Et finalement, quand même, on en arrive toujours à ça. Donc, voilà. C'est ce que Gide appelle la part du diable. Plus la part du diable est importante, plus le livre a des chances d'être réussi. Et un livre qui est complètement maîtrisé, il a des chances d'être réussi. Mais là, on ne peut pas. Ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, les choses arrivent, s'enchaînent, en dépit de soi, je dirais. Et à un moment donné, on se laisse complètement emporter par l'histoire qui commence à se nouer. C'est très très amusant de voir le processus de travailler au prochain et il y a des choses qui sont en train de sortir, d'un coup, ah oui, ça va aller comme ça, tac, 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 puis ça s'engraine. De Paris à Neuchâtel aussi Non, là, on va casser un peu ça.
Si vous deviez faire le casting de votre roman, vous avez quelques noms d'acteurs, d'actrices? Non, pas du tout. J'évite de penser à ça. Ouais. Si un jour l'occasion se présentait, on aurait largement le temps de s'engueuler là-dessus. Donc, non, non. C'est trop cher en plus. Oui. Moi, je voulais juste dire, parce que j'ai lu le livre, j'ai vraiment apprécié, parce que vraiment, là, on a parlé de ça ici. La capacité que vous avez de mettre de la légèreté dans les choses graves, dans toutes les choses graves. Vous arrivez toujours à avoir un petit mot humoristique, un petit mot à côté qui donne de la légèreté qu'on a tellement besoin de ça. Et ça, c'est vraiment formidable. Tout à fait. J'y suis pour rien, Non, je suis né avec ça. Si, vous êtes très chaud. Mais c'est vrai que c'est une caractéristique Oui. qui est très appréciable Ouais. Et qui est finalement assez rare. Là. Quand on lit, on le fait à la compagnie des mots. Quand on va lire 60 livres, ou en tout cas feuilleter plus de 60 livres pour déterminer un candidat, ça fait du bien. C'est ce qui s'est passé l'année passée quand j'ai lu le Chevalier fracassé. Ça fait du bien tout d'un coup. Tu dis, ah, enfin. C'est rare. Alors, moi, j'avais ajouté un petit truc sur ce qu'on a dit tout au début sur la langue classique. Il y a d'ailleurs un journaliste de je ne sais plus quel journal qui a écrit un article très sympa sur le livre en parlant d'un langage désuet. Ouais, bon, alors le problème est le suivant. Vous avez la même chose en peinture et en littérature. Comment vous voulez faire de la peinture après Picasso, qui a quand même tout fait péter? Et la même chose, comment vous voulez écrire un roman après Céline? Ça, alors, ou on n'en écrit plus du tout, on arrête, on fait autre chose, on se consacre à une autre activité, ou on est obligé de revenir à une forme de classicisme. Tout à fait. En tout cas, je n'ai pas trouvé la solution. Et comme j'aime bien la langue classique, voilà. J'abonde tout à fait dans ce sens-là. Autre question? Oui, tout au début de la présentation, Pierre, tu as présenté, tu as parlé du livre Le Chevalier fracassé, et puis il a été question, me semble-t-il, de Calvino. Et c'est vous qui avez dit que vous aimiez beaucoup le Baron Perché. Le Baron Perché, c'est partie de mes livres favoris. Oui. Ah ben voilà, ça m'intéresse. Ouais. Alors bon, après, il y a plein de... Enfin, il n'y a pas de référence directe dans le livre. La référence n'est que dans le titre, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Vraiment. Et là, il y a moins de quelques... On a parlé de la fameuse histoire de la nuit de noces, je l'ai piqué à Maupassant. Donc, relisez Maupassant, c'est un régal. Et sur les femmes, il a écrit beaucoup de choses qui sont très justes. Relisez Boule de Suif, c'est impressionnant aussi. Dans le contexte actuel, ça prend tout d'un coup une autre dimension, c'est assez fascinant. Puisqu'on parle d'intertextualité, moi j'ai une petite question, alors très anecdotique, je m'en excuse à l'avance, elle est vraiment anecdotique. Mais il y a un moment, quand Léon, Théodore, les deux frères de Gabriel, avec les frères Brisemiche, qui font des espèces de voyous pour aider à kidnapper la sœur et l'amener dans cette clinique à Neuchâtel. Durant leur voyage, ils ont quelques petits problèmes et notamment ils crèvent. Et vous dites, c'est cette phrase, je l'ai notée, c'est à page 149, un mécanicien d'une lenteur exaspérante leur fit perdre 1 heure supplémentaire. Alors, la phrase est anodine parce que, en fait, cet incident, la lenteur exaspérante du mécanicien, n'a aucune incidence sur la suite de l'histoire. En fait, ils arrivent quand même à temps, et voilà, c'est complètement anecdotique. Donc on passe dessus sans. Mais à la fin, vous citez vos sources, et vous citez le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Or, dans Paris est une fête, il y a un passage important du livre, qui est justement celui où un jeune mécanicien français, par incompétence, prend un temps fou pour réparer un pneu de la voiture de la marchande d'art Gertrude Stein. Et cette Gertrude est tellement irritée qu'elle va dire, par rapport à ce mécanicien, ce jeune mécanicien, elle va dire, vous êtes une génération perdue. Et l'expression Lost Generation, la génération perdue, elle vient de là. Elle vient du livre d'Hemingway. C'est Hemingway qui rapporte ça, elle vient de Gertrude Stein.
petit syrinx d'un mécanicien qui prend du temps. Est-ce que je surinterprète? Ou alors il y a... Non, mais ça fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par oublier ce qu'on a lu et c'est merveilleux, ça ressort. Oui, oui, tout à fait. Donc effectivement, ça doit venir de là. Ça me paraît maintenant vous dites probable, voire certain. C'est pas délibéré. Voilà, bon. Autre question? Peut-être juste une question comme Ouais. ça. D'où vous vient ce goût des belles voitures? De la plus tendre enfance, j'ai toujours adoré les voitures en tant qu'objet à regarder. Moi maintenant, je les trouve assez moches, mais non. Et puis j'ai un truc bizarre une forme d'hyperesthésie qui fait que je photographie tous les modèles et je sais exactement comment. Enfin, je reconnais. Quand j'étais petit, c'était effrayant. Maintenant moins parce que je vois moins bien, moins loin, et que je m'en fous totalement. Mais je connaissais toutes les voitures par cœur. Jusqu'au moindre détail. Donc je sais un phare, je savais de quelle voiture il venait, etc. C'est le genre de science qui ne sert à rien. Voilà, j'aurais préféré, oui. C'est d'autant plus beau. Tout art est complètement inutile, disait Oscar Wilde. Oui, il y a beaucoup de belles voitures dans tes livres. Oui, j'aime bien les belles voitures. Dans le Chevalier On fracassé, il y a... pourrait faire des beaux l'inventaire, carrosses. un musée de l'automobile, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures. Moi, j'ai été aussi frappé par la description, et d'habitude, c'est des belles voitures, plutôt. C'est pas, Tant qu'à faire, tu roules pas en 2 chevaux. Et puis alors là, vous mettez dans le livre, parce que le détective cherche à savoir à qui était cette voiture, quel type de voiture. C'est les enfants qui vont le renseigner parce qu'ils sont passionnés par les voitures. Donc je pense que ça vous vous retrouvez un peu enfant. Autre question? Je me demandais si à taille 12, vous avez aidé à être dans la patience du détail. Sans doute. Sans doute. Oui, il faut quand même il faut être très 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 patient. Oui, ça, bien sûr, après on se forme avec tout ce qu'on a acquis. Mais oui, je pense. Après, j'espère être pas trop. Ne pas entrer trop dans le détail. Mais pour moi, c'est un peu un travail d'horlogerie, effectivement, en tout cas. C'est un côté. Je m'estime plus artisan qu'artiste. Je veux bien que ce soit bien construit et que les trucs se goupillent bien. Voilà, bien moi, en tant prof, j'aime bien tenir l'heure et libérer mes élèves au moment où ça sonne. Il est 8 heures, on a tenu l'heure. Notre libraire préféré, Claire de la librairie Atmosphère, comme je vous recommande de fréquenter, puisque c'est la meilleure de Genève, eh bien, à disposition des livres, et puis notre invité se fera un plaisir de signer, de dédicacer. Voilà, pour le reste, vous avez à boire et quelques petits fours que Corinne nous a préparés, qui sont excellents, je vous les recommande. Voilà, merci. Juste une chose, prochain rendez-vous au mois de juin avec Françoise et Harry Coumrouillan. Ce sera quand? Je ne sais pas. 7 juin. Le 7 juin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'agenda, je ne sais pas ça part. D'accord. Donc 7 juin, enfin le premier mardi du mois ici, à Condé-Saveur, pour une rencontre avec Françoise et Harry Coumrouillan.